Le doux murmure d'un quatuor à cordes flottait dans l'air du domaine des Anderson, tandis que les invités, flûtes de champagne à la main, échangeaient des politesses sous un ciel illuminé de guirlandes dorées. Carmel se tenait près de l'entrée, élégante dans une robe bleu saphir qui épousait son teint foncé avec raffinement. Ses boucles naturelles, tirées vers l'arrière en un chignon bas, dévoilaient les perles discrètes que son défunt père lui avait offertes avant de partir. Ce soir-là, c'était sa soirée de fiançailles. Un moment qu'elle avait longtemps imaginé. Alors qu'elle discutait avec les membres du conseil d'administration d'Anderson Holdings et des parents qu'elle n'avait pas vus depuis des années, ses yeux traversaient souvent la pièce à la recherche de Hugo, son fiancé. Elle le vit enfin, riant aux éclats aux côtés du maire. « Il est charmant, n'est-ce pas ?» glissa une invitée près d'elle. Carmel hocha doucement la tête, un sourire discret aux lèvres. « Il est tout ce que j'ai prié d'avoir. » Sa voix restait ferme, mais derrière ces mots, battait une espérance fragile. Celle d'un amour qui ne la trahirait pas, comme le temps et le deuil l'avaient déjà fait. Quand Hugo la rejoignit enfin, il l'embrassa sur la joue et murmura. « Tu es splendide, Cathy. Ils sont tous là pour toi. » Elle se laissa porter par la chaleur de sa main dans son dos. Tout semblait naturel. Facile. Jusqu'à ce qu'une silhouette traverse le jardin. Une silhouette étrangère. « C'est Lina » souffla Hugo rapidement. « Elle est nouvelle au cabinet. Je lui ai dit qu'elle pouvait passer avec Ethan. » Carmel observa la femme qui venait d'entrer. Des lèvres rouges flamboyantes, une allure assurée, une robe blanche un peu trop claire pour une invitée. Elle glissait parmi les convives comme une ombre vêtue d'arrogance. Carmel arqua un sourcil. Mais ne dit rien. La soirée se poursuivit, rythmée par les toasts et les éclats de rire. Pourtant, quelque chose avait changé. Le champagne avait perdu sa douceur. Et, pour la première fois de la soirée, Carmel sentit quelque chose de plus froid que le doute s'installer doucement dans sa poitrine. Le week-end suivant, Carmel se retrouva à un gala caritatif organisé par l'entreprise d'Hugo. Ce n'était pas le genre d'événement qu'elle appréciait particulièrement, mais elle savait que les apparences avaient leur poids dans son monde. Son père lui répétait souvent. « L'héritage, ce n'est pas ce que tu bâtis, c'est comment tu tiens debout pendant la tempête. » Elle portait une robe en soie mauve, douce et fluide, ses cheveux noués sur le côté. Une allure sobre mais élégante. Elle arriva seule. Hugo avait dit qu'il devait y aller plus tôt pour s'occuper des préparatifs. Mais dès qu'elle entra dans la salle, ses yeux repérèrent quelque chose d'étrange. Lina était là. Encore. Cette fois, vêtue d'une longue robe rouge, moulante comme une seconde peau. Elle riait à une plaisanterie qu'Hugo venait de faire, posant négligemment sa main sur son avant-bras. Carmel ne cligna pas des yeux. Elle ne s'arrêta pas. Elle avança, droite, avec la prestance qui impose le silence. Carmel, lança Hugo, surpris, son sourire arrivant une seconde trop tard. Lina se retourna et afficha un sourire éclatant. « Vous devez être Carmel. J'ai tellement entendu parler de vous, » dit-elle en tendant une main manucurée. Carmel la serra avec légèreté. « Et vous êtes ?» Même si elle savait très bien qui elle était. « Lina Grant. Je travaille étroitement avec Hugo sur le nouveau dossier Eastbridge. » Carmel se tourna vers Hugo. « Tu m'as toujours dit qu'Eastbridge était un projet majeur. » Il hocha la tête rapidement, les yeux glissant de Lina à Carmel. « Oui, elle a été très utile. » Carmel ne creusa pas davantage. Elle resta pour quelques échanges de politesse, puis s'éloigna pour saluer d'autres invités. Mais alors qu'elle tournait le dos, elle vit ce sourire. Celui de Lina. Un sourire qui resta accroché une seconde de trop. Un sourire qui ne disait pas enchanté. Un sourire qui savourait quelque chose que personne d'autre n'avait encore compris. Et à cet instant, Carmel ne regardait plus une inconnue. Elle regardait une tempête déguisée en rouge à lèvres. Les semaines suivantes, ce furent les habitudes d'Hugo qui commencèrent à s'effacer, comme du sable entre les doigts. Les appels du soir pour lui souhaiter bonne nuit. Les brunchs du dimanche chez sa mère. Les fleurs envoyées sans raison. Tout cela disparut, doucement, sans bruit. Carmel observait. Sans accuser. Sans interroger. Elle attendait. Lorsqu'Hugo commença à annuler des dîners pour des réunions d'urgence, elle ne dit rien. Elle notait. Un après-midi, alors qu'elle utilisait la voiture d'Hugo pour déposer des documents au bureau de gestion du domaine, elle ouvrit la boîte à gants pour chercher un stylo. Mais ce qu'elle y trouva, c'était un petit sac en velours. Luxueux. Évidemment de grande marque. À l'intérieur, une paire de boucles d'oreilles en cristal. Pas les siennes. Mais elle les reconnut immédiatement. Elle les avait vues sur Lina, le soir du gala. Carmel les tint un instant entre ses doigts. Son cœur resta silencieux. Son visage, impassible. Puis elle les replaça délicatement et referma le compartiment. Ce soir-là, Hugo dîna chez Carmel. Elle ne parla pas des boucles.
Elle prépara son plat préféré, soupe de chèvre épicée et riz jollof. Ils rirent ensemble, évoquèrent des souvenirs d'université. Il semblait détendu. Redevenu celui qu'elle avait accepté d'épouser. Mais en elle, quelque chose avait changé. Quand il s'absenta pour prendre un appel, elle l'observa depuis les fenêtres françaises. Dans le jardin, il parlait bas, presque en chuchotant. Non, elle n'a rien dit. Elle ne sait pas, souffla-t-il. Pause. Oui, je te vois demain. Carmel retourna s'asseoir à table. Elle servit un peu de riz dans son assiette. Sa mère entra dans la pièce, l'interrogeant du regard. Tout va bien entre vous deux? Carmel leva les yeux et offrit un sourire doux. Tout est exactement à sa place, maman. Mais en elle, une fissure venait de s'ouvrir. Ce n'était ni la colère, ni la jalousie. C'était la clarté. Et elle tranchait bien plus profondément. Le lendemain, Carmel se rendit chez Victor, l'ancien chauffeur de son père, désormais semi-retraité mais encore chargé de quelques courses pour le domaine. Elle venait lui rapporter des dossiers qu'il avait oubliés dans la voiture. Ils étaient assis sur la véranda, un verre de zobo bien frais à la main, quand Victor se pencha légèrement vers elle, l'air hésitant. « Madame Carmel. Pardonnez-moi si je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Mais, j'ai vu monsieur Hugo hier soir. » Carmel resta calme, les yeux sur sa tasse. « Il était tard ?» demanda-t-elle d'un ton doux. « Oui, madame. Presque minuit. Je sortais du garage, et je les ai vus devant son appartement. » Il marqua une pause, honteux. Elle ne semblait pas là pour parler affaires. Carmel hocha lentement la tête. « Merci, Victor. Je te suis reconnaissante pour ta sincérité. » Ce soir-là, elle invita Hugo à prendre le thé. Elle avait préparé elle-même les scones à la cannelle qu'il aimait tant. Un fond musical discret habillait la pièce tandis que le crépuscule s'installait. Quand il arriva, elle l'accueillit avec chaleur. Ils s'assirent dans la véranda, enveloppés dans la lumière douce du soir. « Hugo, dit-elle doucement, y a-t-il quelque chose que tu voudrais me dire ?» Il releva la tête, un peu surpris. « À propos de quoi ?» Elle inclina légèrement la tête. « À propos de Lina. Des nuits tardives. Et du petit sac en velours. » Son visage se durcit. « Tu m'accuses de quelque chose ?» Carmel sourit avec douceur. « Non. Je t'offre l'occasion d'être honnête. » Il souffla, agacé. « Lina et moi, on travaille ensemble. Elle avait besoin qu'on la raccompagne. C'est tout. Pourquoi penserais-tu que c'était autre chose ?» Carmel porta sa tasse à ses lèvres, sa voix parfaitement calme. « Parce que je t'ai posé la question, et tu as choisi de mentir. » Il resta muet. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle se leva simplement et déclara. « Je pense que nous avons tous les deux besoin de repos. À demain, Hugo. » Lorsqu'il quitta la maison, elle resta debout près de la fenêtre, fixant les ombres du jardin. Sans dire un mot. Mais en sachant tout. Car ce soir-là, son silence criait plus fort qu'aucune confrontation ne l'aurait jamais fait. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de dentelle dans la chambre de Carmel. Assise à sa coiffeuse, elle brossait lentement ses boucles, les ramenant en un chignon bas. Ce jour-là, elle ne se pressait pas. Elle ne s'habillait pas pour plaire. Son téléphone vibra. Un message de Marie. Déjeuner plus tard? Elle répondit simplement. Pas encore. J'ai quelque chose à vérifier. Elle ouvrit son navigateur. Tapa Lina Grant. La recherche fut brève. Une vidéo, postée récemment dans une story Instagram d'un collègue, attira son attention. Un dîner informel d'entreprise, sur un rooftop chic. Le commentaire. Fin de soirée avec l'équipe de rêve. La caméra passait rapidement sur les visages, mais juste assez longtemps pour capturer Hugo, assis à côté de Lina. Son bras posé nonchalamment sur le dossier de sa chaise. Ses doigts reposaient légèrement sur sa nuque. La date? Le même soir où il avait dit à Carmel qu'il était en conférence jusqu'à minuit. Sa gorge se serra. Pas de choc. Juste cette lente et douloureuse reconnaissance. Elle ne l'appela pas. Elle ne lui envoya rien. Elle enregistra la vidéo dans sa galerie. Ce soir-là, au dîner avec sa mère, elle hocha la tête au compliment, écouta les éloges sur Hugo. Il est si posé, si responsable. Carmel offrit un demi-sourire. Puis elle se leva tôt. De retour dans sa chambre, elle ouvrit un tiroir. En sortit une photo d'elle et Hugo. 3 ans plus tôt. Rayonnant. Sincère. Elle la posa face contre bois. Cette nuit-là, dans le silence, une seule larme roula sur sa joue. Pas pour lui. Pas pour Lina. Mais pour la femme qu'elle avait été. Pleine de certitude. Et qui se regardait aujourd'hui s'effacer doucement. Quelques jours plus tard, Marie arriva au domaine, une mallette à la main et une expression sérieuse sur le visage. Elle n'était pas là en amie ce jour-là.
Elle venait en tant que consultante juridique, répondant à la demande silencieuse de Carmel. « Tu es sûre ?» demanda-t-elle doucement en lui tendant l'enveloppe brune. « Je veux seulement confirmer ce que je ressens déjà, » répondit Carmel. D'un geste lent, elle défit le lien de soie et étala les documents. Des réservations d'hôtel pour 2 adultes, faites avec le compte professionnel d'Hugo. Des reçus d'un atelier d'art à Lagos, spécialisé dans les expériences pour couples. Et surtout, des captures de caméras de surveillance. Lina, entrant et sortant de l'appartement d'Hugo à des heures tardives. Les photos n'étaient pas vulgaires. Elle murmurait l'intimité. Cette complicité qui trahit sans bruit. Carmel les contempla longtemps. Son visage ne laissa rien paraître. « Ce n'est pas une erreur, dit-elle enfin. « Non, répondit Marie. C'est un choix. Il l'a choisi. » Marie resta silencieuse, incertaine. « Tu veux l'affronter ?» Carmel secoua doucement la tête. « Il sait déjà ce qu'il a fait. Je n'ai pas besoin d'aveu. J'ai besoin de clarté. » Elle se leva, avança jusqu'au portrait de son père accroché dans le bureau. Elle planta ses yeux dans les siens, comme s'il pouvait encore l'entendre. « Tu m'as toujours dit, si je dois perdre, je dois le faire avec dignité. Mais et si, je n'avais pas à perdre du tout ?» Marie la regarda, les sourcils froncés. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Carmel se retourna, ses yeux plus vifs que jamais. « Il est temps de relire son testament. Tu sais qu'il avait tout placé en fiducie jusqu'à ton mariage. Tu songes à invoquer la clause ?» demanda Marie, plus grave. Carmel hocha lentement la tête. « Je ne vais pas faire de scandale, Ronnie. Je ne vais pas m'enfuir. Mais je ne laisserai pas cet héritage s'éteindre dans le silence. S'ils veulent un spectacle, ils l'auront. Mais pas celui qu'ils attendent. » Le cabinet d'avocats était niché derrière de hauts ais, protégé par des portes vitrées portant encore le nom du père de Carmel. Elle s'y tenait droite, en face de maître Nathan, conseiller juridique de la famille depuis plus de 30 ans. Il la salua avec cette chaleur bienveillante que seule l'ancienneté offre. « Tu es devenu l'esprit de ton père » dit-il en tirant un épais dossier en cuir. Il pensait que ce jour viendrait. Carmel inspira profondément. « Alors ne perdons pas de temps. » Maître Nathan tourna les pages jusqu'à celles marquées de ses initiales. Puis il lut à voix haute. « Dans l'éventualité où ma fille Carmel Anderson serait trahie ou évincée dans ses fiançailles avec Hugo Miller, la totalité de son héritage et de son autorité sur les sociétés Anderson lui restera garantie, à condition qu'elle maintienne sa dignité en public, s'abstienne de représailles, et fasse preuve de retenue pendant une durée de 6 mois consécutifs. » Il leva les yeux vers elle. « Ton père a écrit cela de sa main. » Carmel ferma les yeux un instant. « Donc, si je réagis, si je m'emporte publiquement, je perds tout. » Il acquiesça. « Ton silence est ton arme, Carmel. Mais elle doit être maniée avec précision. » Elle se redressa, le regard fixe. « Hugo est-il au courant de cette clause ?»« Non. Seul toi, moi, et Marie, qui a validé l'amendement. » Carmel traça lentement le bord de la table avec ses doigts. « Très bien. Qu'il en reste ainsi. » Alors qu'elle se levait, maître Nathan posa doucement une main sur son bras. « Ton père n'a pas écrit cela parce qu'il pensait que tu étais faible. Il l'a écrit parce qu'il savait que ta force résidait dans ton calme. C'est ainsi qu'il a dirigé. Et c'est ainsi qu'il voulait que tu t'élèves. » Carmel le regarda, et pour la première fois depuis des semaines, un sourire léger se dessina sur ses lèvres. « Alors je vais lui offrir la fin qu'il mérite. Avec dignité. Et avec témoin. » Ce soir-là, Carmel se tint devant son immense dressing. Ses doigts effleuraient les rangées de robes, de tailleurs, de talons parfaitement alignés, mais son regard était ailleurs. Elle ne cherchait pas une tenue pour plaire. Elle choisissait une armure. Elle opta pour une robe émeraude sobre, élégante, sans excès. Devant le miroir, elle appliqua son maquillage avec minutie. Chaque geste précis. Chaque ombre dissimulée. Quand elle entra dans la galerie où avait lieu le vernissage, Hugo était déjà en train de parler à la presse. Lina, elle, se tenait à quelques pas derrière lui. Parfaite dans sa posture. Prête à être vue. « Voilà ma magnifique fiancée », lança Hugo en essayant d'embrasser sa joue. Carmel le laissa faire, brièvement. « Tu as commencé sans moi », dit-elle calmement, ses yeux croisant ceux de Lina une seconde avant de se détourner. Durant toute la soirée, Carmel joua son rôle à la perfection. Elle sourit aux investisseurs. Elle échangea des compliments avec les partenaires d'Hugo. Elle rit doucement quand Lina complimenta son collier. « Il est superbe, vintage ?» demanda Lina, en sirotant son champagne. « Oui », répondit Carmel avec calme. « C'était un cadeau de mon père à ma mère, le jour où elle a choisi la grâce plutôt que la réaction. » La phrase flotta dans l'air comme un parfum persistant. Puis Carmel tourna les talons. À la fin de la soirée, les photographes avaient capturé tout ce qu'il fallait. Carmel et Hugo main dans la main. Carmel seule, rayonnante, posée.
Lina, en arrière-plan, comme une note oubliée. Dans la voiture, Hugo lui prit la main. « Tu étais parfaite ce soir. » Carmel se tourna vers lui, sa voix aussi froide que du verre. « J'ai eu beaucoup d'entraînement. » Puis elle regarda par la fenêtre. Chaque sourire, chaque silence, chaque pas. Tout faisait désormais partie d'un plan bien plus vaste que lui. Si Lina avait été discrète un temps, cette époque était révolue. Désormais, elle s'affichait aux événements publics aux côtés d'Hugo. Parfois vêtue de couleurs similaires à celles de Carmel. Parfois trop proche dans les photos. Et même dans ses publications professionnelles, elle commença à le taguer. Dans les cercles d'affaires de la ville, les rumeurs circulaient. Mais personne n'osait les répéter à Carmel. Elle restait l'image même de la grâce. Mais Marie, elle, observait avec un malaise grandissant. Elle devient imprudente, déclara-t-elle un dimanche midi pendant le brunch. Carmel, en versant son thé, répondit calmement. Les imprudents oublient toujours qu'on les observe. Un soir, lors d'une vente de charité silencieuse, Lina s'approcha de Carmel près de la table des enchères. « Tu m'inspires vraiment », dit-elle avec un sourire trop large. « Peu importe ce qui se passe, tu restes toujours aussi posée. C'est quelque chose que j'aimerais savoir faire un jour. » Carmel la regarda droit dans les yeux. La maîtrise vient quand on sait faire la différence entre l'attention et le respect. L'un disparaît plus vite. Plus tard, ce soir-là, Carmel observa Lina se mêler aux collègues d'Hugo. Elle entendit certains commentaires. « Oui, nous avons travaillé main dans la main sur le projet Westfield. Il me fait totalement confiance », ajouta Lina avec assurance. Un cadre plus âgé la fixa longuement. « Et sa fiancée, c'est bien elle qui va diriger Anderson Holdings, bientôt ?» Lina hésita. « Oui. » Carmel gère les choses à sa manière. Carmel ne dit rien. Mais elle nota tout dans son esprit. Ce n'était plus seulement une affaire de trahison. Lina cherchait l'influence. Et Hugo ne voyait rien. Ou peut-être qu'il voyait. Mais l'ambition l'aveuglait. Ce soir-là, de retour chez elle, Carmel ajouta un autre document dans le dossier qu'elle préparait depuis des semaines. Date, parole, comportement, tout soigneusement classé. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de l'archivage. Car le moment venu, personne ne dirait qu'elle avait imaginé. Elle leur montrerait tout. Chaque regard. Chaque mot. Chaque place occupée, sans jamais avoir été méritée. La réunion stratégique trimestrielle d'Anderson Holdings se déroulait dans la salle de conférence de la tour centrale. C'était dans cette pièce que son père régnait autrefois, d'un simple regard. Carmel entra, vêtue d'un tailleur bleu marine taillé à la perfection. Ses talons ne faisaient aucun bruit sur le sol en marbre poli. Elle remarqua les regards. Les pauses légères avant de la saluer. Les échanges de sourcils entre Hugo et deux jeunes associés. Et Lina, assise à côté d'Hugo. Alors qu'elle n'avait rien à faire là. Un dossier en main. Une copie du projet, qu'elle n'était pas censée avoir. Carmel ne fit aucun commentaire. Elle s'assit. Ouvrit calmement ses propres notes. Et attendit. Quand Hugo prit la parole pour présenter la fusion avec Westbridge, il insista à plusieurs reprises. Lina a suggéré ceci. Lina a structuré cela. C'était volontaire. Et Carmel le savait. À la fin de la réunion, alors que tous quittaient la salle, elle resta assise. Seule Marie demeura près d'elle. Ils construisent une histoire, murmura Marie. Ils veulent que les actionnaires la voient autrement. Pas comme une distraction, mais comme une influence. Carmel hocha la tête, lentement. Alors qu'il parle. Chaque mot renforce mon silence. Marie fronça les sourcils. Certains commencent à dire que tu es trop discrète. Que tu as perdu ton tranchant. Carmel la regarda, paisible, mais déterminée. Parfait. Ça veut dire qu'ils ne verront jamais la lame venir. Elle se leva, redressa son blazer, et quitta la salle avec une telle sérénité, que les conversations s'interrompirent. Car Carmel avait compris ce que d'autres ignoraient encore. Le pouvoir n'est pas toujours bruyant. Parfois, il observe. Parfois, il endure. Et parfois, il prépare son entrée dans l'histoire. Quand personne ne s'y attend. Le gala était grandiose. Lumière clignotante. Journalistes en rang serré. Et les puissants de la ville paradant leur fortune comme des médailles. Carmel arriva en retard. Délibérément. Elle portait une robe ivoire, sobre mais sculptée à la perfection. Hugo, déjà sur place, riait près de la scène avec des cadres exécutifs. Elle le rejoignit juste au moment où les caméras se tournaient vers la plateforme centrale. « Tu es venu » chuchota Hugo, un éclat calculé dans les yeux. « Il le fallait » répondit-elle avec calme. Avant qu'elle ne puisse poser une question, l'animateur demanda le silence. Hugo s'avança au micro. « Ce soir, je veux honorer une personne. Pas seulement pour être resté à mes côtés, mais pour incarner tout ce que je valorise.
Applaudissements. Il sortit une petite boîte de velours de sa poche. Puis se tourna vers Carmel. Carmel Anderson, veux-tu m'épouser, à nouveau? Un silence sec. Puis quelques applaudissements polis. Les flashs explosèrent. Tous les regards se braquèrent sur elle. Carmel sourit, comme si c'était la première fois qu'on le lui demandait. Elle posa une main sur sa poitrine. Bien sûr, Hugo. Sa voix était douce. Composée. Elle s'approcha pour déposer un baiser discret sur sa joue. Pas d'intimité. Juste ce qu'il fallait. Lina, un verre de champagne en main, força un sourire. Mais ses yeux restèrent vides. Félicitations, dit-elle plus tard en frôlant Carmel. Tu sais vraiment comment garder un homme. Carmel la regarda droit dans les yeux. Ou peut-être que je sais simplement comment lâcher, sans en avoir l'air. Lina resta figée. Aucun mot ne lui vint. Dans la limousine du retour, Hugo rayonnait. Ça va faire taire les rumeurs, hein? Carmel regardait par la fenêtre. Ses doigts serrés sur sa pochette. Il ne s'agit pas toujours de l'image, Hugo. Parfois, c'est du miroir. Celui qu'on refuse de regarder. Son sourire s'effaça. Mais elle n'ajouta rien. Elle venait de lui offrir exactement ce qu'il voulait, une validation publique. Mais le jeu ne lui appartenait plus. Le lendemain matin, Carmel retrouva Marie dans la serre du domaine familial. La lumière traversait le plafond de verre, jetant des ombres douces sur la table où fumait une théière d'hibiscus. Marie s'adossa, les sourcils froncés. « Il t'a demandé de l'épouser, devant tout le monde ?» Carmel remua doucement son thé. Il voulait un spectacle. Je lui en ai offert un. Marie ôta ses lunettes avec lassitude. Ce n'est plus un jeu. Ils te tirent dans leur scénario. Un seul faux pas, un seul mot trop émotif, et tu risques de tout perdre. Carmel hocha la tête. C'est pour ça que je suis prudente. Je ne réagis pas. Je documente. Chaque événement. Chaque regard. Chaque insinuation. Il peigne une image. Mais c'est moi qui encadre. Marie ferma les yeux un instant, épuisée. Promets-moi juste de te reposer. Tu joues aux échecs avec des gens qui ne savent même pas qu'ils sont des pions. Carmel se leva, s'approcha des hautes fenêtres qui donnaient sur le jardin que son père aimait tant. Tu crois que je deviens comme lui? Froide. Contrôlée. Marie la rejoignit. Non, Carmel. Tu deviens la version de toi qu'il espérait. Celle qui s'élève sans crier. Mais il n'aurait jamais voulu que tu te brises. Carmel hocha lentement la tête. Je ne me brise pas. Je construis. Ce soir-là, Carmel organisa un dîner privé pour quelques membres triés sur le volet du conseil d'administration. Tout était soigneusement orchestré. Rires discrets. Toasts élégants. Et quand on lui demanda des nouvelles de son mariage à venir, elle parla avec chaleur de vision commune, d'engagement et de projets à long terme. Hugo, assis à ses côtés, rayonnait de fierté. Fier de l'image. De l'illusion. Lina arriva en retard, vêtue d'une robe presque identique à celle de Carmel. Toujours eu bon goût, murmura Carmel en la saluant. Je pourrais dire la même chose, répliqua Lina en haussant les sourcils. Ce que Lina ignorait, c'est que Marie, en silence, recueillait depuis des semaines les retours des invités. Elle notait chaque apparition de Lina à des événements où elle n'avait jamais été conviée. Car si Carmel voulait gagner cette guerre, il lui fallait plus que de la grâce. Il lui fallait des preuves. Quelques jours plus tard, un brunch fut organisé sur le toit de l'hôtel Bellevue, un lieu choisi par Carmel pour sa vue dégagée et son atmosphère neutre. Le ciel était doux ce matin-là. Les invités, bien habillés, sirotaient des mimosas tout en vantant l'élégance de l'événement. Carmel portait une robe couleur crème, ses tresses en couronne autour de la tête. Lina arriva 15 minutes en retard, dans une tenue blanche en dentelle, plus proche d'une robe de mariée que d'une tenue d'invité. Le silence tomba une seconde. Elle posa pour des photos, juste à côté d'Hugo. Au fond de la terrasse, Carmel observait, entourée de Marie et de 2 membres du conseil. « Elle est audacieuse » murmura Marie. « Ou désespérée » répondit Carmel. « Voyons jusqu'où elle ira avant que le masque ne tombe. » Plus tard, Carmel s'approcha de Lina, un sourire impassible sur le visage. « Je t'ai pris quelque chose » dit-elle en tendant une petite boîte noire. Lina cligna des yeux. « Pour moi? Tu es devenue très impliquée. » Je trouvais poli de le reconnaître. Lina ouvrit la boîte. À l'intérieur, un verre à vin en cristal, gravé aux initiales CMG, Carmel Marie Grant. Lina fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Carmel se pencha doucement et murmura. « Parfois, on donne aux gens exactement ce qu'ils veulent, juste pour voir ce qu'ils en feront. » Puis elle tourna les talons et s'éloigna. Lina resta immobile, posant le verre à côté d'une bougie, son visage figé. À la fin du brunch, Carmel se tenait près de l'ascenseur, à côté d'Hugo. « Tu étais parfaite aujourd'hui » dit-il.
Les gens t'adorent. Elle sourit, sans le regarder. C'est facile d'être aimé, quand les gens ne voient que ce qu'on leur laisse voir. Et juste comme ça, une nouvelle illusion venait d'être intégrée à son plan. Silencieuse, gracieuse, et de plus en plus inébranlable. Une semaine après le brunch, Carmel envoya une série de paquets soigneusement préparés. La plupart contenaient des dossiers classiques. Mais un seul comptait réellement. Il arriva à l'appartement au perché de Lina, enveloppé de papier noir mat et d'un sceau doré sans adresse d'expéditeur. Curieuse, Lina le déballa lentement. À l'intérieur, une chemise en carton beige, nouée d'un ruban de soie. Elle le défit. Et découvrit des lettres d'amour manuscrites. Anciennes. Écrites de la main d'Hugo. Des mots d'admiration. De promesses. De souvenirs tendres des premiers jours avec Carmel. Mais ce qui glaça Lina, ce fut le mot glissé à la fin. Écrit d'une main nette, soignée. Tu as capté son attention. Je garde ce qui avait de la valeur. Aucune menace. Aucune colère. Juste, une vérité nue. L'élégance, sans émotion. Et c'était bien plus effrayant. La prochaine rencontre eut lieu lors d'un sommet sur le leadership féminin. Carmel, l'une des intervenantes principales, se tenait sur scène dans un tailleur gris anthracite, délivrant un discours puissant sur la maîtrise, l'héritage et la retenue. La salle se leva pour l'applaudir. Lina, dans le public, regardait fixement, les mâchoires serrées. Après l'événement, elle s'approcha de Carmel dans le couloir, esquissant un faux sourire. C'était bouleversant, dit-elle. Carmel lui offrit un léger hochement de tête. Chaque mot était sincère. Lina hésita. Pourquoi les lettres? Carmel la regarda, droite, impassible. Parce que tu cours après son amour. Il était temps que tu vois à quoi il ressemblait, quand il était réel. Puis elle s'éloigna. Ses talons frappant doucement le sol. Laissant derrière elle un silence qui piquait. Lina resta figée. Ce n'était pas une confrontation. Et pourtant, c'était dévastateur. Parce que Carmel n'avait pas crié. Elle n'avait pas humilié. Elle avait laissé la vérité parler. Et parfois, c'est plus tranchant que n'importe quelle colère. Derrière les portes closes, Hugo n'était plus le même homme. Fini les gestes tendres. Fini les cercles dessinés sur son dos la nuit. Il devenait nerveux. Distrait. Souvent absent, même quand il était là. Carmel, elle, voyait tout. Mais ne disait rien. Elle notait. Elle mesurait. Elle enregistrait. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon, chacun un verre de vin à la main, Hugo leva les yeux de son téléphone. « Tu es silencieux ces derniers temps. Tout va bien ?» Carmel lui sourit doucement. « J'observe la météo. » Il fronça les sourcils. « La météo ?» Elle hocha la tête. Les tempêtes ne préviennent pas toujours. Parfois, elles se forment en silence. Il lâcha un petit rire nerveux, mais ne chercha pas à comprendre plus. Cet homme qui lui avait juré qu'il se battrait pour leur paix menait désormais une guerre froide, sans s'en rendre compte. Leur conversation devint mécanique. « On garde la salle de réception à Riverview ?» demanda-t-il un après-midi. « Oui, » répondit-elle. « À moins que tu aies d'autres idées. »« Peu importe, » murmura-t-il. « Ce qui est le plus simple. » Elle le fixa. Et, pour la première fois, elle vit l'homme devant elle. Non comme son partenaire, mais comme un figurant. Une présence vide. Ce soir-là, il sortit rejoindre un client pour prendre un verre. Carmel ne demanda pas lequel. Elle sortit sur la véranda, une tasse de thé à la menthe à la main, et leva les yeux vers les étoiles. Celles que son père lui apprenait à nommer autrefois. Marie la rejoignit, s'installant près d'elle. « Tu comptes tenir encore combien de temps comme ça ?» demanda-t-elle. « Aussi longtemps qu'il le faudra », répondit Carmel sans détourner les yeux du ciel. « Il pense que mon silence est une faiblesse. Mais le silence est la seule chose qui ne ment jamais. » Sa voix n'était pas fatiguée. Elle était précise. Parce que Carmel avait compris une chose. Le pouvoir n'est pas toujours dans les cris. Parfois, il se cache dans le calme. Et si Hugo ne voyait pas ça, alors il n'était pas un homme pour lequel elle devait encore se battre. 2 semaines plus tard, Carmel entra dans la salle de réunion centrale pour une rencontre capitale avec les actionnaires. L'avenir stratégique d'Anderson Holdings y serait débattu. Elle portait du noir. Sobre, élégant, sans bijoux, sans éclat, comme une femme en deuil. Mais la seule chose enterrée était l'illusion. Autour de la grande table en acajou, les murmures allaient bon train. Hugo arriva, accompagné de Lina. Cette fois, elle ne se cachait plus. Elle distribua des dossiers aux membres présents. Des résumés d'un projet sur lequel elle n'avait aucun droit de regard officiel. Carmel ne broncha pas. Elle observa. Un des membres du conseil, M. Liquin, haussa un sourcil. Ce n'est pas une procédure formelle, fit-il remarquer.
Hugo sourit. Lina a joué un rôle central dans la structuration de la fusion avec Westbridge. Il est temps que sa voix soit entendue. Carmel croisa les mains sur la table. D'un ton calme. Que les minutes retiennent que cette voix n'a aucune légitimité légale dans cette salle. Un silence soudain s'abattit. Lina rougit. Hugo se crispa. Mais aucun des deux ne répondit. Marie, assise près de Carmel, activa discrètement l'enregistrement vocal de sa tablette. Plus tard, à la sortie de la réunion, elle souffla. On a tout capté. Chaque mot. Tu veux vraiment continuer à la laisser parler? Carmel répondit, les yeux fixés devant elle. Absolument. Plus elle parle, plus mon silence devient intouchable. Pendant ce temps, à l'extérieur du bâtiment, Lina fut surprise par une journaliste. Mademoiselle, pouvez-vous nous expliquer votre présence ici aujourd'hui? Je consulte de façon officieuse, balbutia-t-elle, mal préparée à ce qui ressemblait déjà à un scandale. Carmel, elle, avait discrètement informé la presse. Pas pour exposer. Pour enregistrer. Ce soir-là, dans son bureau, elle ajouta un nouveau dossier à son archive personnelle. Influence professionnelle non autorisée ou Lina Grant. Car pendant que Lina jouait sous les projecteurs, Carmel redessinait le plateau, en coulisses. Et lorsque le rideau tomberait, il ne resterait aucun siège. Pour celles qui n'avaient jamais mérité leur place. Carmel entra seule dans la boutique de robes de mariée. La vendeuse la salua poliment, surprise de ne pas voir le futur marié à ses côtés. « Le fiancé vous rejoindra plus tard » demanda-t-elle timidement. Carmel sourit doucement. « Non. Cette décision m'appartient. » Elle avait pris rendez-vous tôt, avant l'arrivée des autres clientes. Elle ne voulait ni les regards ni les murmures. Devant les 3 miroirs du salon d'essayage, elle enfila une robe crème en satin. Elle ne vit pas une mariée. Elle vit une femme qui avait dépassé les contes de fées. « Vous êtes magnifique, » dit l'assistante, les yeux brillants. « Mais, vous n'avez pas l'air heureuse. » Carmel ajusta le tissu avec lenteur. Le bonheur est trop fragile pour être cousu dans une robe. Ces mots n'étaient pas amers. Ils étaient lucides. Le mariage est proche? Demanda doucement la vendeuse. Carmel acquiesça. 18 jours. Vous avez encore le temps de changer d'avis. Cette phrase resta suspendue dans l'air comme un parfum. Carmel ne répondit pas. Elle demanda simplement une seconde robe. Plus simple. Sans perles. Sans paillettes. Avec un dos nu. Elle ne voulait pas de scintillement. Elle voulait de la clarté. Lorsqu'elle se regarda dans la glace en l'enfilant, elle vit un corps solide. Un regard droit. Pas de peur. Juste de la préparation. À la fin du rendez-vous, elle sortit de la boutique, le dos droit, le pas lent. Dehors, un photographe attendait, espérant un cliché volé. Elle s'arrêta. Le fixa. Prends la photo. Puis elle ajouta. Et prends la vérité. Elle repartit sans un mot de plus. Le lendemain matin, l'image fit le tour des réseaux. Carmel Anderson, seule, élégante, achetant sa robe de mariée. Mais c'était exactement ce qu'elle voulait. Elle n'était pas abandonnée. Elle n'était pas faible. Elle faisait un choix. Et elle écrivait elle-même la fin de son histoire. Assise dans le bureau en acajou qui appartenait autrefois à son père, Carmel fixa le calendrier accroché au mur. Une date encerclée en rouge, le dernier jour de la clause. 6 mois de silence. 6 mois de retenue. 6 mois à regarder la trahison se déguiser en loyauté. Il ne restait plus que 20 jours. Ce jour-là, maître Nathan entra, tenant une feuille unique entre les mains. « J'ai tout relu » dit-il en remettant ses lunettes. « Jusqu'à présent, tu as respecté chaque condition. Aucune confrontation publique. Aucune accusation officielle. Aucune fuite à la presse. Aucune perte de contrôle. Mais à partir d'aujourd'hui, une seule erreur verbale ou visible pourrait tout annuler. » Carmel hocha la tête. « Et dans 20 jours, tu deviendras la seule et unique héritière de l'ensemble du patrimoine Anderson. Le pouvoir exécutif, les parts, les droits de vote, tout. » Ses doigts se crispèrent légèrement sur le rebord du bureau. Alors on reste silencieux, jusqu'à ce que le silence ne soit plus nécessaire. De l'autre côté de la ville, Lina postait une nouvelle story. Un verre à la main. Assise dans l'appartement d'Hugo. Riant. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que chaque image, chaque date, chaque publication avait déjà été enregistrée par Carmel. Car pour elle, le temps ne passait pas. Elle l'utilisait. Et chaque jour qui s'écoulait n'était pas juste un pas vers la fin. C'était une stratégie. Un soir, Lina passa chez Carmel avec Hugo, sous prétexte d'une soirée film détendue. Quand ils partirent, tout était en ordre. Sauf un détail. Un petit sac de créateur resté sur le canapé. Carmel faillit l'ignorer. Presque. Mais un mince éclat de lumière filtrait depuis la fermeture entr'ouverte. Son regard y fut attiré.
Le téléphone de Lina était allumé. Par réflexe, ses doigts frôlèrent l'écran. Elle aurait pu refermer. Mais ce qu'elle vit la figea. Pas à cause d'un scandale. Mais à cause du mépris. Des captures d'écran de conversations privées. Des messages où Lina se moquait de la perfection glacée de Carmel. Des audios dans lesquels elle imitait sa voix, riant de sa fausse dignité. Et surtout, une photo. Carmel, seule, agenouillée devant la tombe de son père. Un gros plan. Pris sans qu'elle ne le sache. Avec une légende. Miss Sainte-Grâce elle-même. Carmel ne flancha pas. Elle prit son propre téléphone. Photographia chaque élément. Puis referma le sac. Et le reposa exactement là où il avait été oublié. Le lendemain, quand Lina revint le récupérer, elle afficha un sourire suffisant. « Je n'avais même pas réalisé que je l'avais oublié », lança-t-elle en riant. Carmel lui tendit le sac calmement. Les choses glissent entre nos doigts, quand on cesse de leur accorder de la valeur. Lina cligna des yeux, incertaine. Carmel lui proposa du thé. Agit normalement. Puis la raccompagna jusqu'à la porte avec le même calme. Mais dès qu'elle partit, Carmel alla directement à son tiroir d'archives. Et y glissa un nouveau dossier. Preuves numériques, diffamation et harcèlement. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la protection. Car s'il y avait bien une chose que Carmel maîtrisait mieux que la trahison, c'était le timing. Et Lina venait de tracer elle-même la ligne que Carmel s'apprêtait à signer d'une main ferme. Le design était sobre. Carton crème. Lettrage doré. Cachet de cire marqué du sceau des Anderson. Assise au bureau de son père, Carmel remplissait les enveloppes, une par une, avec un soin méticuleux. Chaque nom comptait. Elle ne préparait pas une célébration. Elle convoquait des témoins. Actionnaires. Juristes. Presse. Alliés politiques. Et même ceux qui avaient douté d'elle en silence. Lina reçut aussi une invitation. Remise en main propre. Marie, silencieuse, l'observait préparer la pile. « Tu invites des gens qui préféreraient te voir tomber ?» souffla-t-elle. Carmel sourit légèrement, en cachetant une autre enveloppe. « Alors ils me verront me lever. » Il n'y avait ni carte du lieu, ni instruction pour répondre. Juste une ligne. « Joignez-vous à nous pour assister à l'accomplissement d'un héritage. » Le matin où les invitations furent distribuées, des murmures se propagèrent. Dans les bureaux. Sur les réseaux. Lina, en ouvrant la sienne, ricana. « Elle croit que c'est son moment », dit-elle à Hugo en agitant la carte. Il ne leva même pas les yeux de son téléphone. « On en fera notre moment. » Mais Carmel ne broncha pas. Elle savait exactement ce qu'ils allaient penser. Et exactement à quel point ils n'étaient pas prêts. Au domaine, Marie lui apporta la liste des confirmations. La presse sera là. Les juristes aussi. Tous les anciens associés de ton père, présents. Carmel regarda par la fenêtre, la voix basse. Alors, la scène est prête. Mais plus tard, seule dans sa chambre, elle se tint devant la vieille photo de mariage de ses parents. Ses doigts glissèrent sur le cadre. « J'espère que tu me vois, papa. Je vais marcher dans cette allée. Pas pour un homme. Mais pour toi. Et pour moi. » Quelque part entre le deuil et le courage, Carmel ne s'effondra pas. Elle se replia sur elle-même, et se redressa, plus forte que jamais. Le ciel était d'un gris étrange ce matin-là. Il avait plu durant la nuit, laissant un voile de brume sur les jardins du domaine. Carmel sortit pieds nus, enveloppée dans un châle. Elle marcha à travers l'herbe humide jusqu'au banc de pierre préféré de son père. Son refuge. Son sanctuaire. Elle s'y assit en silence. Pas de téléphone. Pas de dossier. Juste elle. Et le silence. « Tu m'as dit un jour que j'étais le calme dans la pièce, » murmura-t-elle. Mais j'ai compris que le calme, ce n'est pas petit. C'est centré. Et aujourd'hui, je suis tout ce que tu m'as appris à être. Le vent souffla doucement. Et elle osa croire que quelque part, il l'écoutait. À l'intérieur du manoir, Marie étendait soigneusement la robe bleu marine choisie depuis des mois. Pas une robe de mariée. Une déclaration. Quand la maquilleuse arriva, elle s'attendait à trouver une femme rayonnante. Mais elle tomba sur une tempête contenue. « Un style particulier ?» demanda-t-elle timidement. « Je veux que mes yeux soient nets », répondit Carmel. « Qu'ils voient que je n'ai jamais cligné. » Elle s'habilla seule. Avança dans le couloir. Chaque membre du personnel s'écarta doucement, baissant les yeux. Pas par protocole. Par respect. Elle passa devant les portraits de génération d'Anderson. Quand la voiture arriva, ses talons claquèrent sur le marbre. Pas un pas n'était incertain. Ce jour-là, il ne s'agissait pas d'amour. Il s'agissait d'histoire. La salle de cérémonie était éblouissante. Des lustres en cristal suspendus au plafond reflétaient la lumière du matin qui traversait les vitraux colorés. Les bancs étaient pleins. Les journalistes discrets. Les actionnaires en rang.
Hugo arriva le premier, élégant dans son costume. Tendu. Agité. Derrière lui, Lina fit son entrée. Dans une robe blanche sirène, fendue, voilée de perles. Une robe de mariée. Pas un accident. Une déclaration. Les invités murmurèrent. C'est elle, la maîtresse? Elle porte du blanc, vraiment? Lina rayonnait. Convaincue que le centre de l'attention lui appartenait. Elle se posta à côté d'Hugo, glissant son bras autour du sien. Tous les regards sont sur nous, chuchota-t-elle. Qu'il regarde, répondit-il. Au fond de la salle, Marie observait, oreillette à l'oreille. Elle est là, murmura-t-elle dans son micro. Carmel venait d'arriver. Habillée d'une robe en soie bleu nuit. Rien n'appelait l'applaudissement. Tout exigeait le silence. Elle entra, impassible. Traversant la salle avec une lenteur calculée. Pas vers l'autel. Vers les premiers bancs, à droite. La section réservée aux représentants légaux. Lina la vit et blêmit. Elle est venue? Hugo serra les dents. Carmel ne les regarda pas. Elle s'assit. Les mains croisées. Le menton levé. Elle ne venait pas pour des vœux. Elle venait pour un verdict. Le temps passa. Trop. Les invités échangeaient des regards, perplexes. Le pianiste cessa de jouer. Elle a peut-être changé d'avis, souffla Lina, mi-triomphante. Mais à 11 heures précises, Carmel se leva. Ses talons résonnèrent dans l'allée comme une déclaration. Elle ne marcha pas vers Hugo. Elle marcha vers le pupitre. Un murmure s'éleva, interrompu par la voix du maître de cérémonie. Mesdames et messieurs. Avant de poursuivre, une affaire juridique urgente doit être abordée. Les têtes se tournèrent. Le prêtre ôta sa robe noire. Ce n'était pas un officiant. C'était maître Nathan, en costume gris, debout, dossier à la main. Un autre homme le rejoignit, avocat du conseil, avec un document officiel. Conformément à l'amendement final du testament de feu George Anderson, aujourd'hui marque la fin d'une clause de 6 mois. Des exclamations fusèrent dans la salle. Quelle clause? Siffla Lina à l'oreille d'Hugo. Mais il était déjà trop tard. Maître Nathan poursuivit, imperturbable. Sont ici présents les membres du conseil, les observateurs juridiques et les témoins de l'héritage Anderson. Aujourd'hui n'est pas une cérémonie de mariage. C'est un règlement public. Carmel se leva lentement. Sa robe bleu nuit scintillait légèrement sous les lustres, mais son visage restait impassible. Elle se posta aux côtés de maître Nathan, droite, digne. Sa voix résonna dans la salle, claire et posée. Il y a 6 mois, j'ai été trahi. Je n'ai pas répondu par le scandale. J'ai choisi le silence. Conformément aux volontés de mon père, si je maintenais ma retenue en public pendant 180 jours, malgré toute provocation, alors je deviendrais l'unique héritière de l'empire qu'il a bâti. Un souffle collectif traversa l'assistance. Hugo fit un pas vers elle, blême. Tu es sérieuse? Elle ne le regarda pas. Je ne suis pas venue pour un mariage, Hugo. Je suis venue terminer ce que mon père a commencé. Lina, au bord de l'effondrement, siffla. Tu nous as piégés. Mais c'est maître Nathan qui lui répondit. Elle n'a rien piégé. Elle a réussi une épreuve. Une que vous ignoriez même exister. Les journalistes se levèrent, les stylos grattant frénétiquement les carnets. Les actionnaires se tournèrent les uns vers les autres, stupéfaits. Puis le document original fut sorti. L'amendement signé du testament de George Anderson. Clause 14b. Si ma fille Carmel endure une trahison publique sans représailles, accusation ou scandale pendant une durée de 6 mois. Elle obtient l'autorité complète sur Anderson Holdings, ses filiales et ses actifs. Un silence pesant s'abattit. Puis des murmures de respect. Un membre du conseil souffla. Elle a joué sur le long terme? Lina chancela. Ce n'est pas juste, c'était pas un vrai mariage. Ce n'était pas un mariage, répondit calmement Carmel. C'était un miroir. Un test. Et tu n'étais qu'une pièce du puzzle. Hugo tenta un dernier geste. On peut encore parler, réparer. Carmel le regarda enfin. Pas avec colère. Mais avec détachement. Tu avais 6 mois pour parler avec intégrité. Tu as choisi le secret. Elle se tourna alors vers la salle. À tous ceux qui ont cru que mon silence était une reddition. Je patientais simplement jusqu'à ce que vous m'entendiez. Sans que je dise un mot. Les applaudissements commencèrent. Timide d'abord. Puis franc. Marie se leva. Puis d'autres. Puis tout le conseil. Carmel n'avait pas crié. Elle n'avait pas exposé. Elle avait tenu. Et dans cette salle devenue tribunal silencieux. Elle venait de récupérer son nom, son héritage, et sa voix. À l'avant de la salle, un écran fut installé, déroulé lentement devant les invités.
Pour garantir la transparence du processus, annonça Maître Nathan, toutes les observations de ces 6 derniers mois ont été enregistrées et vérifiées par une équipe légale indépendante. L'écran s'alluma. Des extraits vidéo défilèrent. Carmel, souriante aux événements, toujours calme même en présence de Lina. Carmel, donnant des interviews centrées sur la vision de l'entreprise, jamais sur sa vie privée. Carmel, élégante, digne, observant, notant, mais jamais ne réagissant. Puis vinrent les relevés. Date, lieu, incident, provocation. Et à chaque fois, la même chose, retenue. Maîtrise. Silence. Elle a rempli chaque condition, conclut Maître Nathan. Puis il tendit les dossiers physiques aux membres du conseil. Miss Yara, avocate externe désignée par les trustés, se leva. Je certifie la légitimité de ces éléments. Il n'y a eu aucune rupture du contrat. Son silence était stratégie. Pas ignorance. Un jeune membre du conseil murmura, à mi-voix. Ce n'est pas une héritière. C'est une tacticienne. Hugo, désorienté, s'avança. Tu m'as laissé croire qu'on allait vraiment se marier. Carmel le fixa. Tu ne préparais pas un mariage, Hugo. Tu jouais ta trahison. Moi, je t'ai simplement laissé finir ton spectacle. Lina, pâle, recula d'un pas. Ce moment devait être le mien. Non, répondit Carmel. Ce moment a toujours été le mien. Tu n'as pris qu'un siège. Pas ma place. Et dans ce silence soudain, ce fut plus violent que n'importe quel cri. Les regards se détournèrent d'Hugo. Lina baissa les yeux. Et Carmel? Elle se tenait droite. Comme une reine dans son royaume retrouvé. La cérémonie n'était plus une cérémonie. C'était une déposition. Un dévoilement. Carmel s'avança à nouveau vers l'avant, sans bouquet, sans sourire forcé. Ce qu'elle tenait entre les mains, c'était un classeur. Maître Nathan le lui remit avec lenteur. À l'intérieur, le document de transfert des actifs. La mise à jour officielle du registre des actionnaires. L'ensemble des droits exécutifs de la holding Anderson. Elle tourna chaque page sans précipitation, chaque signature scellant un chapitre. Puis elle leva la tête. Il y a une différence, dit-elle, entre s'asseoir quelque part et construire cet endroit soi-même. Un journaliste au fond leva la main. Mademoiselle Anderson, un mot pour ceux qui pensent que votre silence était une reddition? Elle le fixa directement. Je n'ai jamais abandonné. J'ai observé. Appris. Et j'ai compris que certaines batailles ne réclament pas de bruit. Elles exigent de la présence. Lina voulut répliquer. Mais Marie fut plus rapide. Elle s'approcha, glissa quelques mots à l'oreille de Lina. Et soudain, le visage de celle-ci se figea. Elle comprit. Les preuves numériques n'avaient pas été oubliées. Des captures, des messages, des photos prises sans consentement. Un dossier monté pour diffamation. Elle recula et se rassit, les épaules affaissées. Hugo, lui, s'était retiré plus loin, silencieux. Brisé sans que personne ne l'ait touché. Carmel, elle, retourna s'asseoir au premier rang. Une inspiration lente. Un soupir. Et enfin, un vrai sourire. Pas de vengeance. Mais de restauration. Car le siège que Lina avait volé n'était pas une couronne. Le vrai trône, c'était ce calme que Carmel n'avait jamais quitté. Et dans ce silence qu'elle avait préservé. Elle venait d'être couronnée. La réception privée qui suivit ne ressemblait en rien à une fête de mariage. Pas de gâteau. Pas de discours amoureux. Pas de première danse. Juste un cercle restreint. Conseillers. Membres du conseil. Alliés de l'ombre. Dans une aile isolée du domaine, la table centrale était recouverte de dossiers finaux. Le titre de propriété du domaine Anderson. L'inventaire consolidé des actifs. Le transfert de pouvoir exécutif sur l'ensemble des filiales. Maître Nathan se tenait à côté de Carmel, lisant la dernière clause à haute voix. En vertu de la grâce, du silence et de la discipline, l'héritage est désormais vôtre. Carmel signa. Sans trembler. À ce moment précis, les portes s'ouvrirent doucement. Hugo apparut sur le seuil. Les yeux creux. Les mains vides. Il tenait dans sa paume l'invitation que Carmel lui avait envoyée des semaines plus tôt. Il s'approcha lentement. Déposa la carte sur la table. Je l'ai gardée, souffla-t-il. Je pensais que ça voulait dire quelque chose. Que peut-être, tu changerais d'avis. Carmel baissa les yeux. Sur l'invitation, écrit en rouge. Révoquée à partir d'aujourd'hui. Elle ne broncha pas. Je ne l'ai pas envoyée pour que tu changes. Je l'ai envoyée pour que tu sois témoin de qui je suis devenu sans toi. Il baissa la tête. Ne répondit rien. Et se retira. Lina, elle, n'était même pas venue. Humiliée. Silencieuse. Oubliée. Alors que Hugo s'éloignait, Carmel le stoppa une dernière fois. Tu m'as appris ce que c'était de perdre quelqu'un. Mais moi,
je me suis enseignée à ne plus jamais me perdre moi-même. Puis elle retourna à la table. Scène finale. Et fermeture du classeur. Le chapitre était clos. Pas dans la colère. Pas dans le fracas. Mais avec autorité. 2 semaines plus tard, Carmel se tenait sur le balcon du bureau de son père. Désormais son bureau. La ville s'étendait devant elle. Mais ses yeux n'étaient pas fixés sur les immeubles. Ils étaient tournés vers l'horizon. Vers l'après. À l'intérieur, une conférence se préparait. Mais ce n'était pas une réception nuptiale. C'était une prise de pouvoir. Les journalistes s'installaient dans le grand hall. Curieux. Fasciné. Carmel descendit l'escalier, vêtue d'un tailleur beige pâle. Épinglée à sa veste, une broche en or. Celle de son père. Les flashs crépitèrent. Elle ne sourit pas pour eux. Elle sourit pour elle-même. Arrivée au pupitre, elle ne parla ni de chiffres, ni d'expansion. Elle parla de vérité. Il y a 6 mois, j'ai choisi le silence. Pas par faiblesse. Mais parce que je comprenais la force de la retenue. Aujourd'hui, je ne parle pas pour reprendre ce qui m'a été volé. Je parle pour rappeler au monde que ce qui est gagné dans le silence perdure dans la force. La salle applaudit. Au fond de la pièce, Marie la regardait, debout, les yeux brillants. Après le discours, Carmel sortit dans les jardins. Sa mère l'attendait sur le banc sous le vieux jacaranda. Des fleurs violettes tombaient doucement autour d'elle. « Tu n'as jamais haussé la voix » murmura sa mère. Et pourtant, ils t'ont tous entendu. Carmel hocha la tête, les yeux embués. Parce que le pouvoir ne se trouve pas toujours dans les cris. Parfois, il réside dans le choix de se taire au bon moment. Elles restèrent là, en silence. Pas de robe blanche accrochée au mur. Pas de photo de mariage à encadrer. Mais Carmel avait quelque chose de bien plus grand. Son eau. Son héritage. Son avenir. Et surtout, elle-même. Alors que le soleil se couchait sur la pelouse du domaine, elle chuchota au vent. « Ils ont pris mon siège, mais pas ma place dans l'histoire. » Qu'avez-vous retenu de ce récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Pensez à laisser un like si cette histoire vous a touché. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un que cela pourrait intéresser. Merci infiniment pour votre écoute.